Je pars de ce que j'appelle l'obsession de l'antidiscrimination qui sévit en France depuis maintenant à peu près 40 ans, depuis la loi Pleven notamment, et qui nous interdit finalement de dire les choses, de distinguer une chose d'une autre et qui nous empêche de définir qui nous sommes. Alors c'est une loi qui date de 1972, qui venait punir pénalement la non-fourniture d'un bien ou d'un service selon 4 critères à l'origine: la religion, la race, l'ethnie et la nationalité. Depuis 1972, cette loi a énormément évolué. Maintenant, on est à plus de 25 critères qui sont interdits, notamment l'identité de genre, la non-maîtrise de la langue française, par exemple, le sexe, le lieu de domicile, plein de choses qui viennent nous brider dans nos libertés de choix au jour le jour. Écoutez, on est parti de 4 critères à l'origine, et ensuite il y a eu une telle obsession de vouloir arriver à plus d'égalité, puisqu'à l'origine c'est quand même le désir d'égalité qui a justifié cette loi, permettre à tout le monde dans la société française d'avoir les mêmes opportunités que pouvait offrir cette société. Donc on voulait interdire par exemple une discrimination fondée sur la religion, puisqu'on est une république laïque. On voulait interdire une discrimination fondée sur la race, puisque la République laïque nous dit que la race n'existe pas. Et ensuite, on a multiplié ces critères. Donc on a commencé petit à petit à en rajouter. Et un des derniers qui a été rajouté, par exemple, c'est la non-maîtrise de la langue française. Donc on n'a plus le droit, théoriquement, de réserver un bien ou un service à une personne qui ne maîtrise pas le français. Écoutez, déjà, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose un problème d'application de la loi. Comment le juge pourra juger une intention, donc qui est quelque chose d'intangible, qui n'est pas matériel, donc on ne peut pas le prouver. Donc ça, c'est une preuve diabolique qui est à apporter. On ne va pas savoir, le juge ne va pas pouvoir savoir vraiment si vous avez voulu ou non discriminer, puisque vous allez avoir choisi ou non une personne selon un critère. Par exemple, réserver un appartement à un locataire. Vous pouvez refuser de le louer, mais pas selon certains critères. Donc cette loi vient pénaliser l'intention de louer ou de ne pas louer, par exemple, un appartement. Et c'est dans cette application de cette intention qui n'est pas palpable par le juge qu'il va y avoir un souci. La loi Pleven elle a aussi son penchant dans le droit du travail, donc l'interdiction de fournir une embauche selon les mêmes critères. Elle nous rend un peu parano, puisque maintenant on va être obligé un employeur va être obligé de prendre des mesures pour éviter que s'il refuse quelqu'un, on puisse venir l'embêter en lui disant que c'était parce que la personne était de couleur, ou alors parce que il était d'une religion particulière. Donc maintenant, un refus de fournir une embauche, l'employeur va être obligé de réfléchir à comment amener ce refus pour ne pas être embêté par cette loi. C'est vrai que maintenant, on est arrivé dans une éthique de l'intention que cette loi a apportée. Et il est vrai que le droit moderne ne jugeait pas de cette intention. Le juge moderne ne pouvait pas aller sonder le cœur et les reins. Ça, c'était réservé aux chasseurs de sorcières ou alors à l'inquisiteur. À l'époque, il jugeait du péché. Et c'est vrai que cette loi Pleven réintroduit le péché dans notre droit laïque, puisqu'on va désormais vouloir que vous agissiez selon la doxa dominante, c'est-à-dire cette doxa antidiscriminatoire, et c'est ce que le juge va chercher à savoir: est-ce que votre intention a été pure ou non pure? La France n'a fait que suivre la Convention de New York qui voulait supprimer les discriminations raciales de 1968. Cette convention avait été aussi appliquée dans le droit anglais. Il y a eu une loi qui a été passée à la suite de cette Convention de New York. Donc en 1972, à l'unanimité des deux chambres, le Parlement a voté cette loi Pleven. Mais il ne s'est pas arrêté à l'interdiction de la discrimination raciale. Il a fait un peu de zèle et il a interdit par exemple la discrimination fondée sur la nationalité. Et ça, c'était le gros problème de cette loi, c'est qu'elle a finalement fait sauter toute idée de nation, puisqu'elle a interdit à l'État et aux citoyens français de privilégier leurs concitoyens. L'État est toujours le seul législateur, sauf que maintenant, c'est devenu un peu ce qu'on pourrait appeler un lex shop, et chaque catégorie, chaque communauté est désormais incitée à se regrouper pour venir faire pression sur cet État, ce self-service juridique, pour obtenir la couverture étatique vers eux. Donc en multipliant le nombre de critères protégés par cette loi Pleven, on a multiplié le nombre de communautés
qui sont venus dénationaliser l'État finalement. Et on a divisé l'État en une multitude de communautés, une myriade de communautés, qui ne sont plus incitées à concourir au bien commun, mais qui sont incitées à se regrouper pour défendre leurs droits face à ceux des autres. Donc c'est une concurrence victimaire de tous contre tous. Et désormais, vous êtes incités à vous regrouper selon votre religion, selon votre race, selon votre orientation sexuelle, selon tout un tas de critères qui ne font finalement que la seule chose qui vont intéresser votre identité, alors que normalement cette identité est multiple. Et être français, c'est plus qu'avoir une race, qu'avoir une religion ou qu'avoir une orientation sexuelle et un sexe. C'est quelque chose de multiple. Avec cette loi, l'État s'est mis en position de faiblesse par rapport à la défense du bien commun, puisqu'il a ouvert la boîte de Pandore, comme vous l'avez dit, en permettant aux communautés de se regrouper pour défendre leurs intérêts plutôt que le bien commun ou l'intérêt national. Et c'est un double mouvement. Alors c'est pas nécessairement juridique, mine de rien, ça a commencé tout ça avec la logique multiculturaliste, où on est passé de l'acceptation de toutes les cultures à plutôt le refus de défendre une culture qui était la culture historique française pour accepter la diversité qui serait bénéfique pour la communauté nationale. À partir de cette logique, si on n'accepte plus qu'une communauté historique peut prévaloir, on va rentrer dans un relativisme total et on va dire que chaque communauté, chaque culture a des droits et peut les faire valoir sur la communauté historique qui était la communauté française. Donc on se retrouve avec un tas de communautés qui ont toutes la même légitimité aux yeux du législateur. Et l'État s'est retrouvé un peu coincé entre sa logique relativiste et puis ces communautés qui sont venues réclamer des nouveaux droits régulièrement. Alors le problème n'est pas que juridique, il est aussi politique et philosophique. Le droit ne fait que suivre la politique, donc au-delà de parler de jurisprudence, on peut parler de philosophie ou de nouvelle sociologie qui s'est implantée dans cette société française. Et on le voit bien puisque maintenant il y a des discriminations qui sont très mal vues, même si elles ne sont pas interdites pénalement. Je pense à ces nouvelles choses qu'on va nous imposer comme la grossophobie, donc le fait de rejeter les gros ou de dire qu'on préfère une personne mince. Je pense à l'antispécisme qui est le refus de la supériorité de l'homme sur l'animal. Ce genre de choses, donc vous voyez, c'est des nouvelles, à chaque fois on invente des nouvelles discriminations qui seraient très mal vues, interdites. Et je pense notamment à cette publicité sur les galeries Lafayette où on voyait une femme en sous-vêtements qui était plutôt très galbée et dénudée. On a dit que c'était sexiste et grossophobe. On est au-delà du droit, c'est un dogme de l'antidiscrimination, c'est un droit coutumier de l'antidiscrimination qui s'impose et le droit va finir par suivre. Déjà, montrer qu'une femme est une femme dans notre société, c'est sexiste. Dire qu'il y a une différence entre un homme et une femme sera de fait sexiste puisqu'on va catégoriser des personnes dans une case et d'autres dans une autre. Ce qu'on déteste, on déteste dans notre société que quelque chose échappe à notre volonté. Et renvoyer une femme à son état de femme, c'est quelque chose de très mal vu. Et comme dire qu'une personne est noire ou qu'une personne est blanche, c'est déjà être raciste puisque c'est faire une différence. Et finalement, cette discrimination, cette obsession d'antidiscrimination, c'est une haine de la différence et une haine de la distinction. Donc cette publicité, le simple fait d'avoir mis une femme très, très galbée, c'était sexiste puisque on renvoyait la femme à son essence sexuelle. Grossophobe, évidemment, d'avoir préféré une femme mince par rapport à une femme grosse, donc c'est-à-dire avoir des critères de beauté qui allaient plus vers la minceur que la grosseur, c'était grossophobe puisque en fait il y a un problème de valeur où on émet une préférence vers la minceur et cette émission d'une préférence dans notre société est très mal vue puisque tout se vaut, on est dans une société relativiste, tout se vaut, donc si tout se vaut, pourquoi préférer les minces aux gros, pourquoi préférer le beau au laid, le bien au mal, voilà où on en est dans notre société. On est dominé par une espèce de tyrannie de la faiblesse et maintenant on va mettre en avant les victimes plutôt que les héros par exemple, alors que finalement qu'est-ce qu'on veut, c'est quand même tendre vers le beau, vers l'excellence et c'est très mal vu maintenant d'essayer d'être élitiste ou d'être intello par exemple, il faut toujours se ramener vers le bas. Et donc c'est un peu aussi ce vers quoi on tend avec cette obsession de l'antidiscrimination. À partir du moment où tout se vaut, on ne peut plus faire état d'une préférence. On nous a dit qu'on était tous égaux et que nos choix avaient valeur égale. À partir du moment où on a
intégrer cela à l'intérieur de notre mentalité, il est plus possible de faire état d'une préférence ou d'une hiérarchie dans la beauté par exemple ou dans les valeurs de bien et de mal. Si tout se vaut, on ne peut pas dire qu'on préfère quelque chose par rapport à autre chose, puisque ça ne sera pas légitime. Après, vous allez pouvoir avoir un ressenti, vous, tendre naturellement vers quelque chose qui vous plaît, mais puisqu'on va vous dire que c'est mal de le faire, en fait, on va modifier votre perception des choses, ou votre perception de ce goût. Et en fait, on est dans une logique encore des droits, et c'est pareil, donc par exemple un couple, ça me fait penser à vraiment cette logique des droits, donc par exemple un couple homosexuel qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est un grand malheur, c'est tragique, on a refusé maintenant ce côté tragique de la vie, et donc on doit donner un droit à l'enfant. Mais ça sera exactement la même chose pour une personne qui est laide par exemple, c'est très tragique, elle ne pourra pas avoir de compagnon, et si on pousse cette logique des droits jusqu'au bout, puisqu'on donne des enfants à des personnes qui ne peuvent pas en avoir, pourquoi on ne donnerait pas un compagnon à une personne qui ne peut pas en avoir ? Il faut accepter cette condition tragique de notre espèce qui ne peut pas tout modifier par sa volonté. Et évidemment, il y a des choses qui nous dépassent. On est comme on est. Et ça peut être très malheureux si une personne est laide, évidemment, mais elle doit faire avec. Et c'est pas en imposant sa volonté individuelle et qui doit venir modifier la société qu'on va arriver à mieux vivre ensemble. Le nominalisme, c'était un peu le début, notamment du droit subjectif, où on a commencé à voir l'individu avant la société, et le fait que l'individu était changeant et qu'il était unique. Donc finalement, à partir du moment où on est unique, on ne peut plus faire en sorte que cet individu se réfère à quelque chose qui le dépasse, c'est-à-dire son sexe, sa race. Donc ça, c'était le début de l'universalisme. Très républicain d'ailleurs, où on ne voit plus un individu selon son origine, selon sa culture, selon son histoire, mais seulement selon son essence même d'individu, qui peut être d'ailleurs changeante. Et d'ailleurs, comme on refuse de prendre cet individu dans quelque chose qu'il dépasse, donc que ce soit sa race, son sexe, sa nation, à partir du moment où on a fait disparaître toutes ces choses qui le façonnaient, il ne reste plus que l'individu qui est nu, désincarné, et qui peut façonner son identité comme il le veut. Donc finalement, on est arrivé à une volonté toute puissante de l'individu qui peut définir lui-même son identité sans se référer à sa nation, sa culture, sa race. Et on voit bien ça dans la théorie du genre, par exemple, qui refuse que la biologie puisse avoir un impact sur notre corps. Donc on doit refuser, si j'ai décidé dans ma volonté, par ma raison pure que je n'étais pas un homme, je peux dire que je suis une femme, et en plus de dire que je suis une femme, je dois faire en sorte que la société accepte que je suis une femme, malgré ma condition biologique d'homme. C'est une question qui est assez compliquée, puisque c'est vrai que alors il y a deux tendances qui s'opposent totalement dans la société actuellement. C'est par exemple tous les mouvements indigénistes ou féministes qui renvoient les individus seulement à leur race ou à leur essence sexuelle, et d'un autre côté les universalistes républicains qui eux vont nier l'existence de ces sexes et de ces races. Évidemment, il faut trouver le bon équilibre entre les deux choses. Faire en sorte qu'on accepte que les races et les sexes existent, par exemple, mais ne pas faire en sorte que ce sexe ou cette race nous définisse entièrement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un individu, c'est pluriel, donc c'est accepter que nous sommes un homme, par exemple, que nous avons une culture, un passé, une nation, une nationalité. Mais cette culture nous permet de développer notre individualité et ne vient pas nous asservir ou ne doit pas être la seule chose qui définit notre identité. La chose à faire, c'est déjà accepter que la réalité a un pouvoir normatif. La biologie a un pouvoir normatif, qu'on le veuille ou non, un homme est différent d'une femme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. La raison ne peut pas aller contre cette biologie. On voit actuellement qu'on refuse ce qui nous a été imposé par notre naissance. Il faut commencer à comprendre que l'individu n'est pas tout puissant et qu'il est né dans une culture, dans une société, et que sa biologie va avoir des impacts sur son identité.
Alors le transhumanisme, c'est encore une autre question et ça va quand même très bien dans cette logique de refus des limites biologiques comme on vient d'en discuter. Le refus de la condition, de la condition humaine finalement, puisqu'on serait des êtres humains qu'il faudrait augmenter par ce transhumanisme, donc devenir plus forts, ou alors nous améliorer puisque nous serions un être humain finalement prisonnier de notre propre limite biologique. Donc évidemment maintenant la technique permet de nous affranchir des réalités biologiques qui existaient, notamment la possibilité par exemple de faire un enfant, c'était forcément quelque chose de sexué avec un homme et une femme. Maintenant la technique nous permet de faire un enfant quasiment en claquant des doigts, soit parce qu'on va aller dans une usine à bébés en Inde, ou alors parce qu'on va maintenant inventer ce qu'on appelle l'ectogénèse, c'est-à-dire le fait d'avoir un bébé hors utérus. Évidemment, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on doit accepter d'arrêter d'être un être humain et de penser que nous sommes inférieurs et donc il faudrait être augmenté et donc aller vers ce transhumanisme au prix peut-être de de la perte de notre propre essence humaine? J'ai pas la réponse. Il faudrait évidemment revenir sur cette loi Pleven qui a complètement divisé la société et puis qui a créé un tas de nouvelles identités complètement factices. Maintenant, dans cette loi Pleven, on parle d'identité de genre plutôt que de sexe. Donc là, déjà, ça serait déjà un point assez important, c'est de faire sauter cette loi Pleven qui divise la société et qui bride l'individu dans sa liberté de choix et qui est d'essence totalitaire. Ensuite, il faut accepter que l'être humain, ce que la République n'arrive pas à faire puisqu'elle est universelle depuis 1789, elle pense que l'humanité prévaut sur la culture et la nationalité. Il faut arrêter de croire que l'être humain sort de l'état de nature, comme Rousseau nous l'a dit. C'est quelque chose qui n'existe pas. Aristote nous a dit que l'homme était un animal politique, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans une culture et la culture le précède. À partir du moment où la France, par exemple, comprendra que c'est par le truchement d'une culture, donc par exemple de la culture française, qu'on devient humain et non l'inverse, ça résoudra déjà un grand nombre de problèmes. Donc il faut accepter la spécificité de la culture française. À partir du moment où on a redécouvert cette spécificité, on va redécouvrir le fait que nous soyons uniques, ou alors en tout cas différents, et accepter cette différence, et ça nous permettra de mieux nous défendre, et de commencer à mieux nous défendre, par exemple, par rapport à cette logique des droits de l'homme qui voudrait que tous les hommes soient les mêmes partout sur le globe et en tout temps, dans toute l'histoire. À partir du moment où on reprendra conscience de notre condition géographique, culturelle, historique, ça résoudra un grand nombre de problèmes. Le peuple autochtone, ça peut être n'importe quel peuple qui est sur sa terre, historiquement présent sur une terre et qui est menacé, que ce soit par l'impérialisme économique américain, cette espèce de volonté démocratique et économique d'imposer les droits de l'homme partout sur la terre pour des histoires de gros sous, et ça peut également être évidemment les peuples de l'Europe de l'Ouest qui se voient dénier le droit à leur continuité historique, notamment du fait de l'immigration qui vient désormais imposer un nouveau mode de vie et des nouvelles cultures, qui refusent donc cette logique assimilationniste qui d'ailleurs ne peut plus fonctionner désormais vu le nombre de personnes qui sont sur notre territoire et qui refusent l'assimilation. Donc évidemment ça peut être à la fois un peuple d'Amazonie qui verra son habitat détruit par exemple par Bolsonaro au Brésil, ou alors ça peut très bien être le peuple français à qui on vient dénier le droit de continuer d'exister. On y est déjà plus ou moins quand on voit par exemple des associations qui viennent défendre les catholiques pour cause de discrimination. C'est déjà une logique victimaire qui s'impose à la communauté historique qui était présente en France. C'est très difficile de sortir de cette logique des droits d'ailleurs qui s'impose partout. Et déjà, on est dedans, hein, les catholiques par exemple, vont se regrouper pour défendre leurs droits, alors que finalement, ils ne devraient pas rentrer dans cette logique de compétition victimaire. On y est déjà, c'est le souci d'une société multiculturelle qui refuse la supériorité, on va dire,
en tout cas relative, parce qu'elle est la supériorité relative de sa culture, puisqu'elle était présente historiquement. À partir du moment où on n'arrive pas à dire qu'une culture peut prévaloir sur le territoire français, on va continuer dans cette logique victimaire et communautariste. Et bien sûr, évidemment, on court le risque de folkloriser notre identité. Comment ça va se passer dans le futur, je n'ai pas la réponse. Mais ça serait une réponse politique. Ça passera nécessairement par des petites contrariétés individuelles. Et voilà, accepter que l'État peut avoir la possibilité de mettre à mal une certaine liberté individuelle. Mais là, on est dans une société totalement individualiste qui refuse toute bride, toute limite imposée par quelque chose qui nous dépasserait. Alors à partir du moment où on accepte que l'État est quelque chose ou que nous sommes dans une société holiste, c'est-à-dire qui dépasse la somme de chaque individu, on pourra commencer un peu à restreindre ces désirs individuels qui sont illimités et qui se transforment en droit désormais. Et concrètement, ça passera forcément par un retour à une morale commune, ou alors quelque chose qui faisait le commun, le bien commun, et c'est quelque chose qui va nécessairement à l'encontre de toutes les identités individuelles ou de toutes les velléités de chaque individu. Et ça sera quelque chose qui viendra ou ne viendra pas, soit du peuple lui-même qui se regroupera, ou alors de l'État qui va impulser quelque chose en ce sens. Ça peut nécessairement être un souci, être un des risques. Après, il ne faut pas avoir cette logique anarchiste totale qui, dès que l'État viendrait agir, ça serait complètement illégitime. Dans toutes les sociétés, il y a eu une forme de contrôle social qui s'est exercée, que ce soit par la religion, par le nationalisme, par une certaine impulsion de l'État, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais. Si ça va dans le bon sens, si c'est mesuré, si c'est proportionné, on peut très bien dire qu'on ne porte pas de voile dans la rue, par exemple, puisque c'est contraire à la société française, et sans forcément aller dans le droit. D'ailleurs, ça peut être la morale ou l'éthique qui impose cette interdiction du voile. Par exemple, l'opprobre public était assez efficace à l'époque, avant cette société du droit, et c'était quelque chose qui n'était pas juridique. En attendant, oui, il va forcément y avoir quelques personnes qui se sentiront un peu plus attaquées par cette nouvelle morale, mais c'est ça, vivre en commun, c'est faire des efforts et faire des concessions. On a commencé à diviser la société en un homme, un vote. À partir de ce moment-là, on a commencé à diviser le bien commun, puisque c'était l'individu qui prévalait sur quelque chose qu'il transcendait. Donc on y est déjà, et ça c'est quelque chose qui est inhérent à la démocratie. Comment le contrer, c'est assez compliqué, mais c'est vrai qu'avant, il y avait quand même des choses qui venaient nous tenir, la morale, la religion, le nationalisme, qui impulsaient quelque chose qui nous obligeait ou nous incitait à voir ce que nous avions en commun plutôt que voir ce qui nous divise. Et c'était assez efficace. Là, on voit bien que dans les sociétés occidentales, démocratiques et libérales, on a un gros souci à ce niveau-là. Cette logique des droits de l'homme est venue miner l'idée même de nation, de culture. Ce relativisme global est venu interdire aux nations occidentales de dire qu'elles avaient quelque chose qui devait prévaloir sur leur terre. Donc on est déjà dans cette logique de neutralité qui est très libérale d'ailleurs. Hein. L'État veut rester neutre axiologiquement, donc ne pas avoir de valeur à mettre en avant. À partir du moment où l'État pense qu'il n'a plus de valeur à mettre en avant ou plus de valeurs qui doivent prévaloir, il a déjà décidé qu'il allait disparaître, puisque politiquement, soit on décide qu'on existe et qu'on doit défendre qui nous sommes, soit on dit que tout se vaut, et si tout se vaut, dans ces cas-là, pourquoi continuer à exister, puisque ceux qui viendront sur notre terre ont autant de légitimité que nous et pourront se défendre. Et on le voit bien d'ailleurs, que nous, qu'en tout cas l'État a refusé de se défendre, et l'Union européenne également, mais que certaines communautés n'ont pas abandonné ces velléités politiques. Je pense notamment à l'islam, ou alors même aux États-Unis qui viennent nous concurrencer économiquement avec cette extraterritorialité du droit américain, toutes les amendes qui sont imposées aux sociétés européennes. Donc il y a un problème de puissance, et ça passe par la réappropriation de notre identité et le fait de savoir qu'il faut défendre cette identité.
un ouvrage d'Alain de Benoît qui s'appelle Au-delà des droits de l'homme pour défendre les libertés, qui est assez efficace, qui résume assez bien mon propos sur cette société du droit qui nous pourrit la vie, et qui montre comment il est important de savoir que les droits individuels ne sont pas tout, et qu'on doit revenir à la possibilité de donner des droits à une culture qui existe ou à une nation. Ça, c'est un conseil de lecture que je donnerais. Ouais.